Bonjour, bonjour et bienvenue. L'ensemble du réseau Apogée est heureux de vous accueillir sur ce webinaire dédié à l'innovation sociale. Je suis Maïwenn Lebouil, je suis responsable du fundraising et de l'accompagnement des porteurs de projets pour le pôle Racine au sein du réseau Apogée. Et c'est moi qui ai l'honneur d'animer ce webinaire. Merci d'être avec nous pour aborder le sujet de l'intérêt de s'appliquer sur son territoire. Le webinaire va s'organiser comme suit. L'introduction par notre président Denis Baudard, suivi de 4 intervenants qui vont pouvoir nous parler de leur expérience. Vous pourrez poser des questions tout au long de ce webinaire par le petit onglet questions et nous les poserons aux intervenants lors des dernières minutes du webinaire. À présent, je vais passer la parole à Denis Baudard, le président du réseau Apogée. Merci Maïwenn, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai un grand plaisir d'être là avec vous ce matin et de tous vous accueillir pour notre webinaire qui sont des moments importants pour Racine. Donc, Racine, c'est le pôle du réseau Apogée qui est dédié à l'innovation sociale. Et donc, nous organisons des webinaires 3-4 fois par an, plutôt 4 d'ailleurs, avec pour objectif de favoriser donc l'innovation sociale au sein des structures de l'économie sociale et solidaire, en inspirant des porteurs de projets qui sont souvent en devenir, d'ailleurs, comme pas mal de gens, grâce à la valorisation de bonnes pratiques, la mise en lumière de démarches remarquables, le partage et la rencontre entre acteurs, et je crois qu'à la fin du webinaire, on vous redonnera une date aussi importante pour nous, c'est la journée des rencontres qui a lieu une fois par an en septembre. Donc, il fait partie aussi de nos actions dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, Maïwenn nous a présenté le sujet. Donc, c'est un sujet très, très enrichissant, très d'actualité. Et j'aime bien parler de petites pépites ou de grandes pépites, d'ailleurs, que l'on peut découvrir sur le terrain. Et il y a beaucoup de choses à découvrir. Et ce webinaire, ce moment qu'on passe ensemble, c'est un moment d'échange, donc pour découvrir, comprendre, s'impliquer dans des projets d'intérêt commun. Tout ça à partir d'un ancrage territorial, au plus près des besoins, des acteurs locaux que vous êtes, et aussi en s'interrogeant sur les relations qui peuvent être utiles, bien sûr, pour s'associer et développer des solutions. On verra aussi au cours de ce webinaire comment ces projets prennent forme et se déploient, souvent en partenariat d'ailleurs avec les autres acteurs économiques du territoire. Donc, c'est ce que nous allons découvrir, je ne vais pas être trop long, très rapidement, grâce au témoignage de 4 intervenants que je remercie vivement pour leur participation. Et donc, nous sommes honorés d'accueillir Marion Tivolet, qui est directrice générale PIMS Médiation Lyon Métropole, Laurent Vialat, qui est responsable de l'offre inclusive, prestations et développement chez les PEP 42, Corentin Emery, qui est responsable national du mouvement Bouge ton coq, et Isabelle Fieux, qui est déléguée générale de l'entreprise des possibles. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup, Denis. Afin de tester l'outil de sondage que nous avons mis en place à l'occasion de ce webinaire et afin aussi de mieux vous connaître, nous vous invitons à répondre à une première question. Donc, normalement, vous avez un onglet qui s'ouvre sur votre droite. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez appuyer en bas à droite sur l'onglet sondage et je vous invite à y répondre. Très bien. Donc, pendant que vous finissez d'y répondre, je vais déjà inviter notre premier intervenant à nous parler d'une initiative qu'on trouve très inspirante dans le cadre de ce webinaire sur l'implication territoriale. Merci d'être parmi nous, Laurent Vialette. Vous êtes responsable de l'offre inclusive, prestations et développement au sein des PEP 42. Merci beaucoup d'être parmi nous. Pour introduire le sujet, en 2020, la crise sanitaire a accéléré la mise en place sur le département de la Loire
d'une plateforme d'appel dénommée Communauté 360. Elle a pour vocation d'apporter une réponse complète et individualisée aux besoins des personnes en situation de handicap. Laurent, pouvez-vous nous dire en quelques mots comment s'est mise en place cette communauté 360 dans le département de la Loire et un peu comment ça s'est passé au niveau des acteurs, quel acteur a pris le lead, quels autres acteurs ont pu rejoindre le projet, comment chaque acteur a pu trouver sa place au sein de ce dispositif. Bonjour. Oui, alors effectivement, au niveau de la mise en place de la communauté 360 dans le département de la Loire, c'était une démarche qui a été initiée au démarrage au travers de la Conférence nationale du handicap du 11 février 2020, initiée par Sophie Cluzel, avec la volonté de pouvoir proposer une réponse à chaque personne en situation de handicap sur l'ensemble du territoire et de proposer un numéro d'appel unique en France, le 0800 360 360. Et qui permettait du coup d'être relayé au niveau départemental. À partir de cette initiative, on est parti finalement d'une proposition de la MDPH, de la Maison départementale des personnes en situation de handicap sur le département de la Loire, pour pouvoir proposer des solutions dans le cadre de la crise sanitaire. C'était une mission qui a d'abord été portée par la MDPH en mettant en place une cellule veille handicap sur le département, sur la période de mars à mai 2020. Et ensuite, la volonté du ministère d'initier la communauté 360 a poussé l'Agence régionale de santé, le département et la MDPH à réunir les acteurs pour pouvoir porter la démarche communauté 360 au sein du département. Il y avait également en parallèle une démarche portée au niveau régional par les PEP 69 pour pouvoir proposer une réponse communauté 360 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'idée de pouvoir avoir des services un peu support pour pouvoir porter un cercle de répondants aux appels téléphoniques et ensuite relayer les demandes des personnes au niveau des territoires. Donc nous, au niveau des PEP 42, nous étions plutôt engagés sur cette démarche régionale. Et au niveau du département de la Loire, l'ARS a fait le choix de mobiliser le secteur, le réseau inter-PCPE, pôle de compétences et de prestations externalisées, pour pouvoir porter cette démarche. C'est donc à l'issue de cette première présentation de la démarche qu'on a pu mettre en place une organisation du déploiement sur le département sur le mois de juin 2020 pour avoir une réponse opérationnelle assez rapidement sur la période estivale. Et on a pu mettre en place les écoutes téléphoniques, je dirais, à partir du 3 août 2020. Cette démarche était portée essentiellement par l'association Prisme 21, qui était l'animatrice du réseau inter-PCPE de la Loire. Et également, j'ai pu apporter au niveau des PEP 42 tous les travaux que nous avions effectués au niveau régional. Donc, ça a permis de mobiliser un certain nombre d'acteurs. Donc, on a eu une première réunion avec l'ensemble des associations départementales. Et finalement, c'est une dizaine d'associations qui se sont mobilisées pour travailler la réponse et la mettre en œuvre au niveau du département sur le mois d'août 2020. Donc, on avait du coup mobilisé des cadres essentiellement qui, sur des temps d'astreinte, pouvaient répondre au téléphone toute la semaine, du lundi au dimanche, de 9h du matin à 20h le soir. Donc, ça a permis... Donc, association qui a pris le lead, c'était plutôt Prisme et les PEP 42. Donc, on a formalisé, sachant que la particularité, c'est qu'on avait juste une lettre d'intention, finalement, de ce qu'était la communauté, à quoi elle devait répondre. Et la réponse était très, très large, puisque c'était répondre à toute sollicitation de personnes en situation de handicap sur tous les champs de la vie, le logement, l'emploi, l'école, les droits. Enfin, voilà, c'était très, très large. Et nous, on a pris le parti au niveau départemental de se lancer dans la démarche et d'apprendre en marchant plutôt que de vouloir anticiper toutes les réponses possibles, puisqu'on n'avait aucune idée finalement de la couverture des possibles. Donc voilà un petit peu au niveau de la démarche. Et puis au fur et à mesure de l'avancée, on s'est structuré avec finalement une animation portée par Prisme 21 Loire et les PEP 42, et puis d'autres associations qui se sont investies
au travers des écoutes téléphoniques, au travers des groupes de travail pour pouvoir porter la communauté 360 Loire. C'est le slide d'après, si vous voulez, du coup. Donc, associations qui ont pu, couvrir un certain nombre de champs avec des associations de parents et puis des associations d'usagers. Voilà, donc c'était intéressant de couvrir un petit peu tous les champs du handicap, avec du polyhandicap, Eureka qui est également une association, enfin voilà, essentiellement des associations en lien avec le handicap, mais aussi un réseau de santé, puisque la vocation de la communauté 360, c'est finalement de pouvoir mobiliser toutes les structures, toutes les entreprises, enfin tout le droit commun, si vous voulez, autour du handicap, et d'arriver à fédérer et répondre ensemble en première intention avec un dispositif de droit commun pour les personnes en situation de handicap. Donc, on a pu également mettre en place un comité de gouvernance qui a pu un petit peu orienter un petit peu les missions de la communauté 360 Loire, sachant qu'on avait assez peu d'idées de ce que ça allait devenir. Et puis, on a eu aussi une forte mobilisation de la maison départementale des personnes en situation de handicap qui a pu aussi travailler avec nous à la mise en place de cette réponse. Merci beaucoup, Laurent. On trouve toujours très intéressant d'aborder aussi les sujets par le biais des difficultés qui ont pu être rencontrées afin de savoir comment elles ont pu être dépassées. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, alors les difficultés, finalement, c'était le positionnement de la communauté 360 au regard des autres dispositifs qui existent dans le secteur médico-social et également, surtout, la position de la MDPH, qui est une mission de service public qui a vocation à informer et orienter les personnes en situation de handicap. Et pour certains acteurs, finalement, il y a eu des retraits au niveau de la communauté 360 puisqu'ils avaient l'impression de remplir une mission de service public dévolue à l'MDPH et qu'elle soit confiée à des acteurs du droit privé, c'était un peu contraire à leur point de vue. Au final, ce sont deux acteurs, aujourd'hui on en sait un peu plus, deux acteurs qui ont des missions distinctes, qui n'ont pas les mêmes orientations, les mêmes financements et surtout qui, au niveau de la communauté 360, a la vocation plutôt à fédérer les acteurs sur un territoire pour proposer des réponses innovantes, ce qui est un petit peu moins le cas de la MDPH dans sa mission d'information et d'orientation. Elle peut l'avoir au niveau des groupes opérationnels de synthèse sur des réponses pour des cas complexes, mais là, vous voyez, l'idée c'est en première intention mobiliser la communauté 360 qui a ce rôle un peu de fédérateur des acteurs en mobilisant le droit commun, alors que la MDPH mobilise, elle, plutôt les acteurs spécialisés. Donc voilà, c'est un peu arriver une nouvelle métastructure un peu qui a pu inquiéter certaines associations. Merci beaucoup. Et est-ce que la mise en place de cette communauté 360 a favorisé de l'interaction entre les parties prenantes de la communauté 360 ? Bien sûr. Alors, je l'évoquais en introduction, on a un réseau de santé qui fait partie du coup de la communauté 360. On siège aujourd'hui, on a un siège au niveau de la communauté dans le conseil d'administration. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir orienter les missions du réseau de santé. Et puis, au niveau associatif, alors nous, dans notre secteur médico-social, on est surtout orienté par des appels à candidature, des appels à manifestation d'intérêt qui sont donnés par l'Agence régionale de santé. Un récent appel d'offres sur un pôle de compétences et de prestations externalisées pour le secteur adulte a vu le jour. Et on s'est posé la question du positionnement de la communauté 360. Et la difficulté, ou enfin, qu'il y en a une pour certains, c'était de répondre au titre de la communauté 360, mais ce ne serait pas forcément le bienvenu au niveau de l'ARS, puisque là, on fédérerait encore toutes les associations sur un petit budget, et c'est finalement plus compliqué des fois à mettre en œuvre que de répondre à deux associations. En tout cas, ça a permis un petit peu de se rencontrer, de travailler ensemble, et de prendre quand même beaucoup de temps au niveau associatif, pour les cadres notamment, sur la mise en place d'une réponse commune et d'échanger aussi avec des liens un peu plus forts sur certaines associations, de renforcer les coopérations plutôt pratiques sur des situations, plus que sur des nouvelles réponses aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent, pour
pour ces apports fort intéressants concernant la communauté 360. Je propose, avant de passer à l'intervenant suivant, de répondre à un sondage dont vous allez pouvoir prendre connaissance tout de suite. Donc, ce sondage, l'intitulé est « Selon vous, quelles sont les principales difficultés pour s'impliquer sur son territoire ?» Nous vous proposons différentes pistes. Est-ce que selon vous, les difficultés, c'est essentiellement lié aux cultures, aux codes, aux valeurs, des temporalités différentes entre les différentes parties prenantes? S'agit-il de la capacité à jouer collectif, c'est-à-dire écouter chaque acteur et faire entendre son point de vue, ou encore les difficultés liées à ce qu'on appelle les querelles de clocher, ou la mise en mouvement dans le temps de cette implication collective? Voilà, je vous laisse y répondre et passe directement à notre prochaine intervenante. Marion Thivolet, vous êtes directrice générale des PIMS Médiation Lyon Métropole. Oui, tout à fait. Bonjour. Voilà. Avec 7 sites d'accueil physique, une unité mobile en devenir et une équipe de médiateurs terrain qui vont à la rencontre des publics, l'association PIMS Médiation Lyon Métropole poursuit la mission d'améliorer l'accès aux services et aux droits dans les quartiers les plus fragilisés, tout en employant des personnes en insertion professionnelle sur les fonctions de médiateur social. Marion, avec quel type d'acteurs travaillez-vous et quel est leur rôle dans les actions du PIMS? Ok. Du coup, on travaille avec différentes typologies d'acteurs au sein des PIMS. Il faut savoir que les PIMS, c'est une association qui est née au milieu des années 90 par l'action des entreprises de services publics à l'époque, qui, on va dire, la dynamique de lutter contre la fracture sociale, voilà, qui était l'expression employée à ce moment-là, se sont dit, ben voilà, comment est-ce qu'on peut se réunir pour justement aller vers les publics les plus fragilisés, les plus isolés. Et donc, ils ont souhaité constituer une association qui aujourd'hui s'appelle PIMS Médiation. Alors, Lyon Métropole, il faut savoir qu'à Lyon, c'est le premier PIMS de France. Aujourd'hui, il y en a 66 sur le territoire français, mais en tout cas, voilà, il est né rue des Sarpolières dans le 8e arrondissement, donc dans le quartier des États-Unis, pour être très précise. Et effectivement, voilà, on est parti en tout cas de cette volonté des entreprises de services publics à l'époque. Donc déjà, voilà, quelque chose d'assez innovant dans la démarche. L'idée étant de s'impliquer après sur les territoires, donc de mailler en fait l'action de notre association avec les acteurs de territoire, c'est-à-dire les habitants, les associations, les collectivités territoriales, suivant chacun ses échelons. Ça peut passer des mairies d'arrondissement, en tout cas sur Lyon, ou à la mairie centrale en passant par la métropole. Et puis après aussi parfois sur des enjeux régionaux. Donc voilà, on est un petit peu au carrefour de ces différentes dynamiques dans l'objectif, en tout cas, de lutter contre le non-recours aux droits, la question de l'accès aux droits, et puis la question effectivement aussi de l'insertion professionnelle, puisque aujourd'hui, toutes les actions qui sont menées par le PIMS sont menées par des médiateurs qui sont en insertion ou réinsertion professionnelle. Donc voilà, à la fois on travaille sur la dynamique de l'accès aux droits, sur un enjeu social autour de ça, mais aussi sur l'enjeu de professionnalisation et d'insertion des plus éloignés de l'emploi. Merci beaucoup. Dans le cadre de la mise en place de vos activités, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Aujourd'hui, sur la mise en place de nos activités et toujours en tout cas dans ce spectre d'actions territorialisées, effectivement, notre difficulté, on va dire, principale aujourd'hui, c'est parfois le manque d'espace. Alors, on sort de 2 années de Covid qui, effectivement, n'ont pas non plus amélioré ces dynamiques-là, ça c'est sûr. Mais effectivement, voilà, des espaces collectifs, en tout cas, de réflexion,
de remontée d'informations. Voilà, alors petit à petit, on sent que c'est des dynamiques voilà, qui reviennent. Il y en a même qui se développent, mais voilà, aujourd'hui, sur l'aspect plutôt de coordination et de complémentarité sur un territoire, voilà, c'est principalement ces espaces aujourd'hui qui nous manquent. Et aussi, effectivement, quand même, quelque part, j'entendais vous parler dans le sondage d'avant sur les querelles de clochers. Euh, sur nos actions, en tout cas l'association, il y a aussi beaucoup la question du public. Voilà, parce que le public, c'est la légitimité à un moment donné d'une association. Et c'est se dire, ben voilà, moi je garde mon public, toi tu gardes ton public, voilà. Il y a un petit peu cette problématique-là qui peut prendre un peu son nez et qui parfois nous empêche de voir collectif, quoi. Et donc, c'est toujours l'équilibre entre mes intérêts d'association, de mon association et les intérêts collectifs. Généralement, c'est quand on remet l'habitant en fait au cœur de nos préoccupations, en tout cas sur le champ de compétences qui nous concerne. Bon, on voit tout de suite l'intérêt de plutôt être sur des démarches collectives. Et après, de se dire comment est-ce qu'elles sont impulsées aussi ces démarches collectives par des acteurs un petit peu plus neutres. Voilà, parfois, ça manque aussi un petit peu. Merci Marion. Et du coup, selon vous, qu'est-ce qui fait la force de votre action au service des habitants sur les territoires sur lesquels vous intervenez? J'ai un problème. C'est bon, vous m'entendez? Voilà, ça y est, on vous entend maintenant. Ok. Du coup, effectivement, la force aujourd'hui des PIMS, c'est à la fois on va dire, notre implantation, effectivement, qui est plutôt riche, hein, parce qu'on est, comme vous le disiez, on a 7 sites physiques plus une unité mobile qui va démarrer à partir du mois de juillet et qui va permettre, là encore, d'aller toucher 6 nouveaux territoires sur la métropole. Donc, on est plutôt, voilà, donc, sur la question de la proximité, en tout cas, on est présent. Et puis ensuite, notre force à nous, c'est aussi la polyvalence de nos médiateurs. Aujourd'hui, une personne, quelle qu'elle soit, alors c'est vrai que voilà, on a plus de 80% de nos publics qui sont des habitants des quartiers politiques de la ville parce qu'on est un lieu d'ancrage, en tout cas sur ces quartiers-là. Pour autant, voilà, on est ouvert à tout à chacun et n'importe qui peut pousser la porte d'un PIMS et se dire, voilà, j'ai besoin d'un coup de main parce que là, j'ai un problème de facture EDF, par exemple. Je comprends pas pourquoi est-ce que ça allait augmenter comme ça. Enfin, voilà, d'avoir besoin d'un soutien. Et dans ce cas-là, les médiateurs, eux, sont en capacité de répondre à tout un panel de questionnements, que ce soit faciliter la lecture d'une facture EDF ou autre, mais ça peut être aussi un problème avec la CAF. Aujourd'hui, tous nos sites sont labellisés France Service. Donc, on a aussi cette capacité à mobiliser à travers le PIMS les différents organismes de droit qui existent. Donc, ça va la CARSAT, la CPAM, la CAF, les impôts, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Donc, voilà, on a aussi tout ce panel-là qui fait que la personne, elle passe la porte et elle peut être prise en charge sur plein de points différents. Et ça évite justement le ballottage. Nous, on dirait qu'un de nos objectifs, c'est de lutter contre le non-recours aux droits, puisque on sait que voilà, c'est une vraie problématique aujourd'hui en France, qu'il y a plein de personnes qui ont des droits, mais qui n'en ont même pas la connaissance, ou parfois qui sont fatiguées parce qu'il faut aller naviguer entre 10 administrations différentes, poser 15 fois la même question, être adapté aussi au langage administratif. Et là, en venant dans un PIMS, on peut, voilà, en tout cas, appuyer les personnes sur toutes ces questions-là sans forcément qu'elle ait à se déplacer dans 50 endroits différents. Il y a un lien de confiance. On travaille avec la médiation sociale. Donc, c'est une compétence bien particulière. On a une norme, la norme 6600 aujourd'hui, auquel on forme en tout cas nos médiateurs. Et pour le coup, voilà, c'est aussi un gage de qualité quand on est reçu par un médiateur qui est formé à travers cette norme-là. Et puis, on a un lien de confiance qui se crée et qui, pour le coup, est une vraie richesse, en tout cas, au PIPS.
Merci beaucoup, Marion. Donc, on comprend bien que le PIMS Médiation Lyon Métropole est au carrefour des acteurs porteurs de services publics et des usagers, et que votre force tient notamment voilà, dans la connaissance des besoins du territoire, du soutien des entreprises partenaires, des différents services de l'État et des collectivités territoriales aussi. Je vous remercie sincèrement pour votre témoignage et j'appelle tout de suite notre prochain intervenant qui est Corentin Emery. Donc, Corentin Emery, vous êtes responsable national du mouvement Bouge ton coq. Bouge ton coq se définit comme un mouvement citoyen qui organise et finance l'intérêt général dans les villages. Il réunit citoyens, entreprises et pouvoirs publics pour essaimer des solutions d'intérêt général dans les territoires ruraux. Corentin, pourquoi avez-vous mis en place cette initiative? Oui, merci Maïwenn. Bonjour à tout le monde. Alors, cette initiative a été initiée par Christophe et Emmanuel Brochot en 2019 et à partir d'une envie déjà assez personnelle, d'un lien aux territoires ruraux assez fort et aussi d'un constat qui a été exprimé à travers un sondage, une enquête qu'avait publié Famille Rurale, qui est qu'en fait 80% de la population française souhaite vivre à la campagne. Seulement, il y a 65% de ces mêmes Français qui considèrent que c'est difficile de vivre à la campagne. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette zone de gris, de flou, que nous, on essaye d'enquêter quelque part, puisqu'on connaît les freins qui rendent la vie difficile dans les villages. C'est notamment l'éloignement et la difficulté d'accès aux services. Mais on parle du service, pas forcément des services privés d'ailleurs, publics, pardon, mais justement des services privés, des services du quotidien. C'est faire ses courses, c'est aller se soigner, c'est se déplacer pour aller au travail, c'est avoir accès aussi au sport, à la culture. Donc tout un tas de ressources qui rendent la vie ou bien plus savoureuse ou bien plus difficile dans les villages. Et donc là, Bouge ton coq, l'objectif, c'est justement de réunir, comme vous l'avez extrêmement bien présenté, dans un collectif, des entreprises, parce qu'elles ont un impact évident sur leur territoire, des citoyens, parce qu'on ne fait rien sans eux, des pouvoirs publics, parce qu'ils connaissent leur territoire, pour essaimer des solutions d'intérêt général, donc inscrites dans le champ de l'économie sociale et solidaire, pour justement rendre plus facile l'accès aux services dans les villages. Donc c'est ça notre pari, en fait, c'est d'arriver à mobiliser des acteurs qui parfois ont des objectifs communs, mais qui, en fait, chacun dans leur coin, quelque part, ne parviennent pas à les atteindre, alors que c'est précisément lorsqu'ils sont réunis, et c'est ça notre rôle, en fait, on agrège les ressources et les acteurs pour pouvoir produire ces services et que les habitants et les élus du monde rural puissent s'en saisir afin d'implanter les services dont ils ont besoin chez eux. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez, Corentin, s'il vous plaît, nous préciser comment vous procédez justement pour mobiliser tous les acteurs sur un territoire? Oui, bien sûr. On peut partir d'un exemple concret. C'est notre action en faveur du commerce de proximité dans les villages. En fait, on identifie une solution qui a déjà fait ses preuves au niveau local. On ne réinvente pas la roue, autrement dit. Et ensuite, on réunit un collectif avec, évidemment, au niveau national, en fait, d'abord, avec, là, dans le cadre du commerce de proximité, c'est la solution Mon Épi qu'on essaie, donc, qui permet de gérer, en fait, toutes les dimensions d'une épicerie participative. On a mis aussi autour de la table l'Association des maires ruraux de France, les familles rurales, donc, en fait, des acteurs qui ont une surface nationale et une implantation locale assez forte. Et ensuite, au niveau local, on crée des comités de pilotage locaux, département par département, dans lesquels on associe évidemment les conseils départementaux, mais aussi les représentants locaux de la MRF, les représentants locaux de familles rurales et toutes les associations et les autres partenaires qui souhaitent se joindre, en fait, et souhaitent rejoindre le mouvement au niveau local. On raisonne en fait par actif. On se dit, tiens, quand il y a une personne qui souhaite se mobiliser avec nous pour ouvrir une épicerie, à partir d'elle, on va rayonner et essayer d'attirer, agréger encore une fois, toutes les autres bonnes volontés sur le territoire pour pouvoir essaimer le service.
Merci Corentin. Et quels freins avez-vous rencontrés jusqu'à présent et qu'avez-vous mis en place pour pouvoir les dépasser? Les freins qu'on rencontre, je crois qu'on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que parfois il y a des querelles de clochers. On aime bien l'expression, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un frein, et ça, pour le coup, nous, on se mêle jamais de ces bisbilles locales, on va dire. Et ça, c'est du fait de notre positionnement, justement, qu'on définit, nous, un peu en tiers de confiance, quelque part. Où justement on n'est pas investi dans la vie politique, locale ou autre. C'est-à-dire qu'en fait, les gens peuvent se reposer sur nous pour pouvoir mener leur projet. Donc ça, c'est le premier biais par lequel on a contourné cette difficulté. Il y a aussi parfois, on travaille que en collectif, ça je pense que voilà, vous l'aurez compris, chaque action est une co-construction. Sauf que ça nécessite d'avoir des outils, parfois administratifs, parfois juridiques, que les acteurs eux-mêmes ne connaissent pas nécessairement. Et donc ça aussi, il faut qu'on fasse presque 2 fois l'effort, à la fois de trouver la bonne personne, et puis une fois qu'on a trouvé la bonne personne, arriver à le former quelque part, à l'initier au travail collaboratif et au travail en commun avec d'autres acteurs du territoire. Pour prendre un exemple, avec les collectivités locales, au début, beaucoup de personnes ne savaient pas que c'était possible de distribuer une subvention à une association qui, à son tour, allait la reverser à une autre association, puisque c'est notre rôle. On collecte et on reverse. Et donc ça, en fait, on a dû produire une note technique, une note juridique à destination de collectivités locales partenaires pour montrer que si, c'était possible. Voilà. Et donc, c'est un frein aussi qu'on a réussi à dépasser de cette manière-là. Donc, c'est voilà, en fait, les 2 principales difficultés, si ce n'est après des choses inhérentes à nos activités, dans le cadre notamment de l'essaimage des épiceries participatives, qui est la mobilisation citoyenne. Parce que autant elle est irrésistible quand elle est mise en mouvement, autant ça peut parfois être difficile aussi, notamment dans des villages qui sont parfois très isolés depuis longtemps, qui n'ont plus de service depuis longtemps, de pouvoir retrouver un peu ce feu de l'engagement local et de l'implication locale. Mais ça, je pense que c'est n'importe quelle association qui est confrontée à ce problème-là. Merci beaucoup Corentin pour ce témoignage très inspirant donc de la posture d'animateur de dynamique territoriale rurale. Sans plus attendre, nous allons vous proposer un sondage. Donc toujours en cliquant en bas à droite, vous allez accéder à un nouveau sondage. Selon vous, quel est l'intérêt premier de s'impliquer sur son territoire? Nous avons eu la chance d'avoir déjà quelques éclairages par nos intervenants, mais voilà, selon vous, de là où vous en êtes chacun, pourquoi s'impliquer prioritairement? Est-ce que c'est pour apporter une légitimité au projet mené? Est-ce que c'est pour élargir son champ d'action ou encore faciliter l'innovation et l'essaimage? Ou bien avoir une meilleure connaissance des besoins et des acteurs de son territoire. Voilà, donc je vous invite, j'invite chacun d'entre vous à répondre à ce sondage. Je suis très heureuse de passer la parole à notre prochaine intervenante. Isabelle Fieux, vous êtes déléguée générale adjointe de l'Entreprise des Possibles. L'Entreprise des Possibles est un collectif d'entreprises engagées avec leurs collaborateurs, aux côtés d'acteurs publics et d'associations afin d'aider les sans-abri et les plus fragiles. Leur objectif est de mobiliser des ressources humaines, financières et immobilières pour amplifier l'action des associations sur le terrain. Isabelle, quelles actions ont été mises en place par l'Entreprise des Possibles? Quelles actions ont permis la formation de ce collectif? Alors, je vois que bonjour à chacun. D'abord, est-ce que vous pouvez mettre la slide d'avant, celle qui s'affichait? Je ne sais pas si tout le monde va voir. Merci. Alors, qu'est-ce qui a mis en place ce collectif? D'abord, l'idée est partie d'une vraie étude de faisabilité
qui a été menée pendant 8 ou 9 mois pour se dire finalement comment on pourrait essayer d'aider les associations que vous voyez à l'écran là, qui sont aux côtés des personnes sans abri et des personnes dans la grande précarité sur la métropole de Lyon, et comment on pourrait les aider un peu plus, et comment ce monde privé, ces entreprises privées qui sont engagées très souvent, mais peut-être parfois en saupoudrant leur mécénat, peuvent aller un petit peu plus loin sur un territoire de proximité et local. C'est comme ça qu'est née, et cette initiative est née donc d'Alain Mérieux qui se disait, mais moi quand je vais dans des pays comme Haïti ou ailleurs, je vois plus de pauvreté, mais je vois aussi plus de solidarité. Et l'idée, c'était de booster cette solidarité entre ce monde privé, et vraiment uniquement privé, et ce monde des associations qui œuvrent sur la grande précarité. Je crois qu'il y en a à peu près 60 ou 80 sur la métropole de Lyon. On a 31 qui sont référencées avec nous aujourd'hui, qui sont nos partenaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les autres, mais c'est comme ça que s'est engagé ce collectif. Peut-être que vous pourriez mettre une des premières slides, peut-être simplement avant, s'il vous plaît. Voilà, avant encore. Voilà, merci beaucoup. C'est simplement expliquer la manière dont on procède. Simplement, je vais être très rapide. Et on a cherché vraiment à être cette plateforme ressources auprès des associations, et en proposant aux entreprises privées 3 volets qui sont ceux qui sont en haut et que je vais expliquer. Et le 4e est arrivé après, presque naturellement. Alors d'abord, le premier volet, c'est donc de donner des ressources humaines complémentaires, du bénévole en plus, du bénévole de salariés actifs, donc c'est souvent ponctuel. Et nous sommes le facilitateur de ces liens pour qu'il y ait ces missions de bénévolat et que les salariés qui veulent s'engager puissent le faire. C'est des dons de jours de congés payés pour apporter des moyens financiers supplémentaires sur les projets et vraiment booster et accélérer la mise en œuvre des besoins du territoire en matière de grande précarité. Les jours de congés payés, c'est le modèle, grosso modo, du jour de Pentecôte, sauf que c'est à l'échelle locale. Ça a été monté avec le ministère du Travail et c'est tout à fait légal. Et c'est comme ça que l'année dernière, on a collecté plus d'1,1 million d'euros. Voilà. Et le dernier volet, donc la mise à disposition de biens immobiliers, c'est proposer aux personnes qui ont des appartements, des terrains, des immeubles ou autres, de les mettre à disposition de manière temporaire, de le confier à une association, et l'entreprise des possibles garantit qu'à la date convenue et en l'état convenu, le bien sera rendu. Voilà. Et puis un dernier volet qui en fait est arrivé très naturellement, c'est que les entreprises, elles peuvent faire des dons en nature. Alors, c'est Ikea qui donne des meubles, c'est Paredes qui donne des couches-culottes, c'est Sequence qui donne du gel hydroalcoolique, voilà, j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, du coup, en 2021, on a calculé qu'on a fait presque 40 transactions entre entreprises et associations et qui leur apportent un volet, certes en nature, mais qui est du coup un volet financier qui est aidant. Voilà. Et donc, c'est ces 4 leviers notamment que l'on anime au quotidien pour faire ce lien entre entreprises et associations. Et peut-être qu'on pourrait passer une des slides suivantes. Alors ça, c'est effectivement notre écosystème d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a une équipe permanente de 4 personnes avec effectivement beaucoup d'appui d'Institut Mérieux et d'Algoé, nos entreprises et nos associations, donc qui sont nos 2 collectifs importants. Et puis, eh bien, à côté, on a des tas d'aides, bien sûr, les pouvoirs publics qui ont des compétences en la matière et sur la précarité, mais aussi des ambassadeurs qui nous font des prospections bénévolement, et puis pas mal de mécénats de compétences qui arrivent, soit pour les associations ou pour nous, et qu'il faut aussi animer. Et là, les bonnes volontés sont plutôt aussi très intéressantes, donc c'est aussi des parties prenantes. Et puis, je voudrais passer le dernier slide de ma présentation, s'il vous plaît. Simplement, ça c'est les résultats. Aujourd'hui, on estimera que fin 2022, on a aidé à peu près 5000 personnes. Les missions de bénévolat ont eu un gros coup de frein à cause du Covid, mais comme partout ailleurs. Au 30 juin, on aura à peu près mis à l'abri 2200. Simplement, il faut savoir que sur Lyon, on compte le nombre de sans-abri dans la rue à 3-4 000. Il y a plus de personnes qui cherchent un logement. Mais voilà, donc on n'est pas encore au taquet, mais on y arrive. Je disais, en 2021, on a collecté 1,1 million d'euros. Donc, voilà, on grandit, on a 3 ans, on n'intervient que sur la métropole de Lyon. Et puis, peut-être le dernier slide qui, pour nous, a été partagé avec un certain nombre d'entreprises qui se disent « j'en avais marre de saupoudrer et de répondre à beaucoup de gens ». Maintenant, je sais qu'en mobilisant mes collaborateurs et en étant adhérent de l'entreprise des possibles, il y aura un impact qui est mesuré et qui est ciblé.
et qui est du coup un élément extrêmement important sur le territoire pour engager et les collaborateurs et les entreprises en lien avec les associations. Voilà. Et voilà, on a 3 ans, donc le modèle commence à prendre un petit peu de hauteur. Je pense qu'il nous faudra encore 2 années pour voir si ça dure dans le temps. Merci Isabelle. Donc on a bien compris que l'entreprise des possibles était vraiment faisait vraiment la relation entre entreprise et intérêt général. Serait-il possible, Isabelle, de partager avec nous, selon vous, pourquoi il faut des personnes qui élaborent et portent des projets transversaux? Moi, je dirais c'est comme dans le secteur marchand qui a, au fur et à mesure des années, créé des intermédiaires entre des activités. Là, on est dans une activité à la fois privée, mais aussi du monde public. Et il faut un moment, ces intermédiaires qui font parler des communautés. Nous, nos communautés, c'est communautés d'entreprises, communautés de salariés engagés, communautés d'associations qui n'ont pas toujours les mêmes codes, bien sûr pas la même culture, et qui ont du coup des langages différents. Les entreprises, elles veulent être efficaces, donc il faut répondre vite. Les associations n'ont pas toujours les moyens à la fois de formaliser, même si elles ont beaucoup progressé ces dernières années, elles sont parfois en panne parce qu'elles ont le nez sur les bénéficiaires, sur les problématiques, sur l'urgence qu'il faut faire. Et donc nous, on essaye effectivement, elles ont beaucoup par contre de cartons et d'idées et elles connaissent les besoins. Et nous, l'idée, c'est de répondre à ces besoins, d'accélérer et puis de les faire aussi travailler entre elles parce que c'est aussi un intérêt de pouvoir mutualiser un certain nombre de moyens et de partager ces savoir-faire sur un territoire donné. Voilà. Et on s'aperçoit que du coup, cette interaction qui est du temps, qui est de la compétence, elle est extrêmement très utile, mais comme dans le secteur marchand. Et qu'avez-vous pu observer avec ces 3 années du coup de mise en place de ce dispositif par rapport à ce que chaque partie prenante a gagné à s'engager dans ce collectif? Alors, d'abord, effectivement, les entreprises nous disent vous nous permettez d'engager nos collaborateurs. Il y a beaucoup de politique RSE dans les entreprises, mais voilà, il y a des choses très engagées, et puis d'autres qui tâtonnaient, notamment dans les petites entreprises. Donc, ça leur a permis d'engager leurs collaborateurs. C'est du clé en main côté RSE, c'est un impact local, les intérêts sont visibles, il y a une efficience du mécénat quelque part, et du coup, ça a des effets en matière de ressources humaines sur la fidélisation, sur la réponse aux difficultés de recrutement, puisque c'est un problématique dans les entreprises, et une réponse que certains ne voulaient plus afficher pour l'afficher, mais voulaient vraiment rentrer dans le concret. Donc ça, c'est côté entreprise. Et côté association, on voit bien combien elles nous disent que ça leur donne confiance, qu'il y a un acteur derrière qui est là, qui les encourage à l'innovation, qui les encourage au projet et puis qui sont capables de répondre dans les 3, 4, 5 mois, 6 mois à trouver les financements qui vont leur permettre de mettre en œuvre les choses. Et puis, elles sont très demandeuses, les associations, d'être en lien avec les entreprises. Et nous, on essaye effectivement qu'elles écoutent en direct des entreprises qui sont financeuses, qui peuvent avoir des exigences, et comment elles peuvent être en lien avec elles pour le soutien en direct, mais soit par l'intermédiaire de l'entreprise des possibles, et de se dire comment on coopère mieux ensemble. C'est comme ça aussi que sont nés ces dons en nature qui existaient avant, mais qui ont été accélérés. Et elles ont vraiment, du coup, elles ont un peu un pilier solide qui pourra répondre en cas soit de coup dur, soit en cas d'accélération des besoins, soit en cas de réponse, et puis surtout d'écoute de l'innovation. Les travailleurs sociaux sont très en demande de faire autrement pour pouvoir mieux accompagner les personnes qui sont dans la grande précarité. Avec une politique de ce qu'on appelle le aller vers, qui est aussi la politique que j'ai entendue sur le handicap ou le PIMS, qui est vraiment de faire avec les personnes et qui demande du temps et du professionnalisme et qu'elles se concentrent vraiment là-dessus. Merci beaucoup Isabelle. Je rappelle aux participants que vous pouvez encore poser des questions aux intervenants par l'onglet en bas à droite questions. Je vais pour ma part en profiter pour poser encore quelques questions à nos 4 intervenants que je remercie sincèrement pour leur témoignage inspirant. Qu'est-ce qui, selon vous,
facilite la mobilisation des acteurs sur un territoire? Qui aimerait répondre à cette question? Moi, je Marion? vais lancer simplement commencer. très court, c'est de voir l'impact. Ah, on s'est excusé. Désolée, Marion. Marion d'abord et Isabelle ensuite. Merci beaucoup à vous deux. Non, bah, je crois qu'on allait un peu dire la même chose en fait. Moi, il y a une chose, c'est l'utilité, c'est-à-dire effectivement faire converger en tout cas les différents acteurs vers cette notion d'utilité. Ensuite, rendre visible l'utilité ou en tout cas, voilà, l'impact, Isabelle le disait, mais effectivement, voilà, se dire bah, finalement à quoi on sert et quel est le résultat aussi, parce que je pense qu'on a ce souci d'efficacité. On dit que c'est peut-être pas forcément un très joli mot, mais si, en fait, il faut trouver des solutions, il faut pas, voilà. Donc, je dirais que c'est déjà deux jolis points de départ. Alors, je vais dire avec mes mots, mais je crois qu'effectivement, on dit la même chose. Moi, je dis aussi rendre visible ce que l'on fait grâce, en tout cas, aux collaborateurs des entreprises privées, en tout cas, qui sont nos ressources par rapport à ça, leur donner. Et puis, être très transparent. Nous, on redistribue 100% de ce qu'on collecte. Donc, effectivement, c'est aussi être vraiment voilà, transparent sur ce qui est fait et même sur les difficultés qu'on peut rencontrer, ce qui est aussi un élément important. Oui, c'est vrai que Marion, vous parliez d'efficacité. Je crois que c'est vraiment une clé. Montrer que ce qu'on fait, ça marche déjà sur le territoire et aussi montrer que ce qu'on fait ailleurs marche aussi. Il y a aussi cette valeur d'exemplarité de d'autres expérimentations ou d'autres projets qui sont menés dans d'autres territoires qui en fait inspirent et crédibilisent la démarche sur un autre territoire. Ça, on s'en rend compte puisqu'on agit, c'est vrai qu'à la différence des autres intervenants, on agit vraiment à échelle nationale. Et en fait, les gens se disent, bah oui, mais si ça marche ailleurs, ça peut tout à fait marcher chez nous. Enfin, on n'est pas moins bon, on n'est pas plus bête. Et donc ça, vraiment, cette efficacité, exemplarité, c'est important. Et puis, je le disais un petit peu tout à l'heure aussi, mais voilà, on peut nous faire confiance puisque justement, on vient d'ailleurs quelque part. Donc on arrive aussi avec beaucoup d'humilité, parfois un peu de naïveté, et on ne rentre pas au service d'un tel ou d'un autre. Et c'est vraiment simplement l'intérêt général qui nous guide. Et donc ça, c'est lié aussi à la question de la transparence que vous évoquiez. Mais voilà, en quelques mots, un peu les facteurs clés de succès pour mobiliser les gens localement. Alors, sur le secteur médico-social, moi je dirais qu'il y a une forme d'injonction finalement au niveau de l'Agence régionale de santé de coopérer entre associations et finalement ça nous permet de pointer nos expertises dans les accompagnements et finalement on offre chacun avec notre propre spécificité des accompagnements qui seront plus près des besoins des personnes. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Il y a une question qu'on aime beaucoup poser au sein du service Racine. C'est cette question qui est si vous avez cette fameuse baguette magique, qu'est-ce que vous modifieriez afin de favoriser l'implication d'une structure sur son territoire? Je veux bien commencer. Marion. Qu'on n'ait plus de problème de financement. Voilà. Ça, ce serait vraiment génial. Moi, je dirais qu'on permette de donner le cadre à la créativité d'émerger pleinement. Parce que je trouve qu'effectivement, plein de gens ont très, très bonnes idées, très, très créatives, et qu'on puisse aller au bout de ce que chacun porte en soi pour pouvoir le mettre en œuvre. Un autre intervenant souhaiterait prendre la parole sur cette question? Ouais, mais je dirais pas mal de curiosité, en fait. Je pense que ça, ce serait important, qu'il y ait moins de suspicion sur les conditions de réussite ou non d'un projet, et qu'en fait, il y ait plus de soutien aux initiatives et aux élans du cœur, en fait, puisque c'est ça dont on parle quelque part, et que les gens s'ouvrent un petit peu plus à ce qui pourrait marcher, quoi. Prennent plus de risques quelque part.
Moi, je vais peut-être plus parler sur un autre secteur, sur le champ de l'insertion par l'activité économique. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de temps, finalement, dévolu à la recherche de financement, vous l'avez évoqué, sur du FSE, et passer beaucoup de temps à rendre compte des actions qu'on mène, et finalement au détriment des publics accompagnés. Donc, je dirais que si j'avais une baguette magique, passer moins de temps à rendre compte pour davantage être acteur sur le terrain. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant de vous écouter par rapport à vos propres expériences. Du coup, par rapport à quelques questions que l'on pourrait vous poser, je vais vous poser la même question qu'on a posée au public, qui est pour vous l'intérêt premier de s'impliquer sur son territoire. Quel est-il? Vraiment le premier. Moi, je dirais que c'est de répondre aux besoins des publics du territoire. Je confirme, je valide, je vote. Pareil. Ouais, exactement. D'être la bonne réponse, effectivement, aux problématiques des habitants. En tout cas, de répondre juste, quoi. Pareil, je pense que là, c'est unanime. Bon, ça fait plaisir de voir que ça fait l'unanimité. Et selon vous, assiste-t-on sur le terrain à une évolution favorable de l'implication sur le terrain au niveau qualitatif et quantitatif? Oui, enfin, je parle encore pour l'implication territoriale, mobilisation citoyenne. C'est vrai que on remarque quand même que les formes d'engagement citoyen évoluent énormément. Souvent, c'est des engagements un peu plus intermittents. On est moins dans j'adhère à une association, j'y suis toutes les semaines. Ça peut être quelques heures par-ci, par-là. Si on parle de bénévolat, bien sûr. Si on parle de don, le don évolue aussi lui-même. Au-delà de sa digitalisation, il devient assez comptable quelque part. Donc ça, il faut prendre aussi en compte. Et après, il y a forcément une réaction aussi de la part je pense, au pouvoir public et aux entreprises qui, du coup, s'adaptent à cette évolution de l'engagement local et qui eux-mêmes essayent d'être un peu plus organisateurs que mobilisateurs de leur propre générosité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même des associations qui demeurent opératrices de cette mobilisation locale. Ça, je pense que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'impliquer, qui veulent donner, mais qui n'ont pas forcément ni les bonnes clés de lecture, ni les bons outils pour y arriver. Et donc voilà, ce corps intermédiaire de l'engagement, je pense qu'il est très important. Nous, je dirais que on accompagne des publics vulnérables et ce qui change, c'est leur participation à leur propre projet. Aujourd'hui, les mots-clés du secteur, que ce soit l'insertion par l'activité économique ou médico-sociale, c'est le développement du pouvoir d'agir, l'autodétermination. Donc finalement, aujourd'hui, on accompagne, nous, les professionnels, à changer leur pratique d'accompagnement. Et c'est resituer au cœur vraiment les personnes et la place qu'elles peuvent porter dans leur propre projet. Donc c'est une façon de les remobiliser dans leur parcours de vie. Merci. Et puis, nous avons une question qui a été posée, qui est: comment convaincre ma direction de co-construire avec d'autres acteurs? Est-ce que vous avez quelques pistes, quelques clés, quelques tips, comme on dit, pour aider un porteur de projet qui rencontrerait peut-être quelques difficultés à convaincre sa direction? Je crois... Là, on est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et je crois que ça fait partie de notre ADN. Et quand on regarde le guide des bonnes pratiques de l'ESS issu de la loi de 2014, coopérer fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et ce serait contraire, je dirais, à nos principes que de ne pas coopérer, même si ça ne se décrète pas. Et moi, je dirais, faut l'emmener voir un projet qui marche et qui donne plein de choses. Faut l'emmener voir des personnes enthousiastes. Voilà. Faire un peu de benchmark voilà, je dirais ça. Merci beaucoup. Eh bien, j'aimerais adresser à chacun de nos intervenants un immense merci
pour avoir préparé déjà vos interventions, pour avoir répondu présent, pour ce que chacune de vos interventions a pu apporter à chacun d'entre nous, à nous les participants de ce webinaire. Vous pourrez, là du coup, on va passer, on va arriver sur la fin de ce webinaire. Nous allons regarder ensemble le résultat de 2 sondages qui ont été posés donc au cours de ce webinaire. Alors, est-ce qu'on peut afficher les résultats? Alors, par rapport à la question numéro 2, qui était selon vous, quelles sont les principales difficultés pour s'impliquer sur son territoire? Donc, le plus de réponses a été sur la mise en mouvement dans le temps de l'implication collective. Donc, il y a une petite inquiétude concernant voilà, la durée, la pérennité de l'implication collective. Et également la capacité à jouer collectif. Écouter chaque acteur et faire entendre son point de vue. Mais également la différence des cultures, des codes et des valeurs, c'est vraiment les trois qui sont apparus le plus fortement et étrangement beaucoup moins les querelles des clochers. Concernant donc du coup la deuxième question qui était selon vous quel est l'intérêt premier de s'impliquer sur son territoire? Donc là, ça va rejoindre ce que vous avez pu dire les uns et les autres, car c'est vraiment avoir une meilleure connaissance des besoins et des acteurs sur son territoire qui est apparu à 38% des sondages. À 35%, de faciliter l'innovation et l'essaimage. En effet, il est reconnu que plus on est près des besoins et des acteurs d'un territoire et plus ça favorise en fait la capacité à innover au niveau de la société. Et après, plus loin, à 19%, apporter une légitimité au projet mené et 8% élargir son champ d'action. Donc, c'est vraiment la connaissance des besoins et des acteurs et la capacité à innover qui sont apparus en premier. Voilà, nous avons été très heureux de partager avec vous ce moment. Pour aller plus loin, nous vous invitons à venir aux rencontres Apogée qui auront lieu le 15 septembre 2022 à Lyon, à l'espace de l'Ouest lyonnais. Cette journée est consacrée à l'innovation sociale et aux échanges entre acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et elle portera cette année sur la thématique de la coopération territoriale, donc en lien direct avec le webinaire de ce jour. L'équipe Racine du réseau Apogée se tient à votre entière disposition si vous avez des questions ou des éléments d'information complémentaires que vous souhaiteriez nous poser. Et je vous invite sincèrement à répondre au questionnaire que nous allons vous présenter, que nous essayons de vous envoyer, afin de toujours pouvoir nous améliorer à l'occasion de prochains webinaires. Petit souci technique pour l'évaluation, mais je vous remercie d'avoir un tout petit peu de patience. En tout cas, merci beaucoup aux cloches derrière Isabelle Fieux qui sont venues nous faire un petit peu de musique au cours de ce webinaire. Nous manquions de bande son, donc c'est parfait. Ça nous a mis dans une bonne ambiance. Voilà, normalement le questionnaire est accessible maintenant. Donc, je vous remercie sincèrement d'y répondre. Un grand merci à l'ensemble des participants et de nos intervenants. Et j'espère vous voir très nombreux aux rencontres Apogée du 15 septembre 2022. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.